Madame Taubira, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Puis c'est M. Haroun Bouazi, président de l'association Amal Québec, qui va animer cette conférence. Donc, merci à vous d'être venus aussi nombreux. Je laisse la parole très vite à Haroun. Et ensuite... Merci Ramzi. Je suis évidemment très honoré de pouvoir animer cette conférence. Donc je vous explique un peu comment ça va se passer. Je vais vous présenter très rapidement Madame Taubira. Et ensuite, il va y avoir une présentation qui va durer à peu près 45 minutes sur la déchéance de nationalité, la place des plurinationaux dans la communauté nationale. C'est la première fois que je me prépare vraiment à ne rien dire, alors ne me déstabilisez pas. Donc il y a quelques consignes. D'abord il y a un mot-clic, si vous voulez gazouiller. C'est Taubira MTL. Pour ceux qui veulent prendre des photos ou des vidéos, ça serait sympa de ne pas mettre votre flash. Évidemment, en sortant d'ici, vous pouvez enfin enlever votre téléphone du mode vibreur. Et, ouais, vous m'entendez, hein? Oui, oui. Ensuite, je suis pas sûr qu'il marche. Non, non. Bon. Et voilà, comme vous vous en doutez, on n'est pas à un meeting de Donald Trump, donc j'attends de vous un comportement exemplaire, courtois, poli, on ne coupe pas la parole. Et pour les gens qui voudront poser une question ou faire une remarque à la fin, commencez tout de suite à l'écrire sur un petit papier pour qu'elle puisse tenir dans la minute qui vous sera allouée. Donc comme je dis, j'ai la lourde tâche de résumer le parcours de Madame Taubira. Madame Taubira est une de ces femmes d'État qui a un parcours, qui a une qualité assez exceptionnelle d'être à la fois inspirant, diversifié, cohérent et le défaut d'être impossible à résumer. Bon. Donc pour les gens qui sont vraiment intéressés, je vous invite d'aller sur la page Wikipédia. Vous verrez. Et donc je vais me contenter de quelques lignes. En 1993, elle est députée de la première circonscription de Guyane, et ce jusqu'à 2012. Elle est à l'origine de la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. À l'élection de 2002, à l'élection présidentielle de 2002, elle est candidate du Parti radical de gauche. Et je dois dire que c'est la première élection à laquelle j'ai voté de ma vie. Et donc, vous êtes la première politicienne pour qui j'ai voté de ma vie. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois que je vote pour vous. Donc, Madame Taubira est garde des Sceaux, ministre de la Justice de mai 2012 au 27 janvier dernier, sous les gouvernements respectifs de Jean-Marc Ayrault puis de notre cher Manuel Valls. À ce titre, elle défend entre autres le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, plus connu sous le nom de mariage pour tous. Elle est aussi auteure d'une demi-douzaine d'ouvrages dont l'esclavage raconté, je fais de la pub, raconté à ma fille, Rendez-vous avec la République, ou plus récemment, Murmure à la jeunesse. Donc sans plus attendre, Madame Taubira, je vous cède. Mais je crois que non, ça ne sert toujours à rien. Vous entendez dans le fond? Oui. Oui. Merci de m'accueillir et de m'avoir présenté avec cette sobriété. Je suis heureuse d'être là. Alors évidemment, il est prévu normalement que nous fassions 1h30 ensemble. Je ne vais pas prendre la moitié de cette heure et demie pour vous parler en plus de la déchéance de la nationalité ou de la binationalité. Nous allons aborder ce sujet, mais il y a un certain nombre d'autres sujets que j'avais prévu de traiter avec vous, mais surtout je voudrais que ce soir nous ayons une espèce de conversation, d'échange, parce que moi-même j'ai accepté très vite de répondre positivement à cette proposition de passer un moment avec vous, mais j'avoue que je suis venue aussi avec la curiosité de savoir comment vous vivez votre vie ici à Montréal, au Canada, au Québec d'abord et au Canada, comment vous vivez la politique nationale et comment vous vous situez dans cette politique nationale. C'est le club Jean Jaurès qui nous habite, une des paroles de Jean Jaurès,
c'était que peu d'internationalisme éloigne de la patrie et beaucoup y ramène. Donc j'ai envie de savoir aussi comment vous vivez les secousses qui frappent la société française, évidemment les chocs, la brutalité, la violence du terrorisme, mais pas seulement, aussi la façon dont la société est en train de se fragmenter, la façon dont elle est en train de chanceler, de vaciller sur ses bases. J'ai envie de savoir comment vous le vivez d'ici et comment vous entendez prendre votre part dans la reconstruction de la cohésion nationale, parce que je suppose que vous allez quand même tout le temps revenir, ou au moins repasser un peu là-bas. Voilà, donc j'avais prévu de vous dire quelques mots des relations entre la sécurité et la liberté, parce que ce week-end encore nous a rappelé à quel point le monde est un lieu périlleux, parce qu'il y a en œuvre des énergies de destruction qui s'organisent de plus en plus, et nous devons être en capacité de faire face à cela et de faire face sans nous perdre nous-mêmes. Donc aborder les questions de relations entre la liberté et la sécurité, parce qu'en fait ce sont ces relations-là qui sont très difficiles à définir si nous voulons conserver ce qui profondément nous structure, nous constitue. Ce sont ces relations-là qui ont amené le débat sur la déchéance de nationalité. Et ce débat sur la déchéance de nationalité, évidemment, a basculé très vite sur la question de la binationalité, puisque la déchéance de nationalité, telle qu'elle a été conçue, prévue, ne devait concerner que les personnes ayant une double nationalité, sans tenir compte de ce que cela pouvait représenter comme onde de choc sur le fait d'inscrire dans la Constitution une différenciation entre Français de naissance, selon qu'ils disposent d'une seule nationalité ou de deux nationalités. Ce qui prouve à quel point nous avons cessé de réfléchir à ce que nous sommes en tant que nation, en tant que communauté nationale, et ce que peut représenter la diversité des parcours, des situations, des réalités humaines au sein de cette communauté nationale. C'est donc cette relation entre sécurité et liberté qui a abouti à cette espèce de... Enfin, on va éviter de la qualifier, mais enfin, bon, ce qui fait un débat, extrêmement douloureux, et nous savons qu'il est encore douloureux en France. Hein. Vous avez vu les dernières dispositions introduites par la commission des lois du Sénat. Le débat viendra en séance plénière au Sénat dans quelques jours. Je crois que c'est... Oui, c'est dans quelques jours, probablement la semaine prochaine. Donc on voit bien à quel point les institutions elles-mêmes et ceux qui font vivre, qui participent, qui appartiennent aux institutions sont affectés par ce débat, et nous voyons bien à quel point aussi la résonance dans la société est forte, hein, quelle que soit la façon dont les citoyens reçoivent ce débat, mais la résonance est forte dans la société. Donc les relations entre liberté et sécurité, les relations entre liberté et fraternité, sécurité et fraternité. Parce que la société est vraiment en état de fragmentation. Nous avons vu ces forces qui travaillent l'angoisse, l'inquiétude, le déclassement, la peur du déclassement, le chômage qui dure, les difficultés de logement, l'exclusion, la marginalisation. Nous avons vu toutes ces lignes qui travaillent l'angoisse qui habite les personnes qui sont frappées par ces difficultés, et nous avons assisté ces dernières années à une progression qui a été parfois lente, qui a été parfois plus forte, mais qui a été continue du populisme extrême et de ses effets sur la cohésion nationale et sur la capacité que chacun peut avoir dans l'entretien de la conscience de vivre ensemble. Donc la question du lien social, la question de la cohésion nationale est très fortement concernée et très fortement mise à l'épreuve par ces questions-là. Or, on n'envisage jamais, on discute de la liberté et de la sécurité, on ne discute jamais de la sécurité et de la fraternité. Et il n'y aura pas de sécurité globale, durable, fiable, efficace, si nous ne réactivons pas la fraternité, si nous ne repensons pas la solidarité au sein de la société, si nous ne repensons pas l'altérité, c'est-à-dire la capacité que nous avons à vivre en étant différents, parce que nos sociétés sont plurielles. Vous êtes la salle là, extraordinairement plurielle, sous mes yeux. La société française est plurielle, toutes les sociétés sont plurielles, donc toutes les sociétés sont confrontées à la nécessité de poser des principes, des règles qui permettent que l'on vive ensemble en étant différents.
cette question de la sécurité et de la fraternité est une question essentielle parce que si la fraternité ne se réinstalle pas dans la société, c'est-à-dire que si nous continuons à laisser progresser la défiance, la suspicion vis-à-vis de l'autre, le repli sur soi, le rejet de l'autre, le repli sur soi, si nous laissons ça continuer à progresser, à envahir nos pensées et nos réflexes, nous allons chacun nous renfermer, il n'y aura plus la confiance qui nous permet de vivre ensemble, d'accepter la présence de l'autre, de vivre ensemble. Il n'y aura pas cette fraternité-là, il n'y a pas de sécurité sans fraternité. Il n'y a pas de sécurité durable possible sans fraternité. Il nous faut donc nous interroger à nouveau sur ce que cela représente. Donc, pour en revenir à la question de l'échange de nationalité, vous savez comment les choses sont survenues. À quel moment? Je crois que le moment est important. Le moment où le président de la République s'exprime devant le Sénat, le Congrès à Versailles, donc l'Assemblée nationale et le Sénat réunis à Versailles. Il s'exprime 2 jours et demi après le 13 novembre. C'est-à-dire 2 jours et demi après ce choc terrible. Nous sommes tous sous le choc encore, même si nous sommes actifs parce que nous sommes obligés d'agir. Par exemple, nous, enfin moi j'étais garde des Sceaux, ministre de la Justice, donc chargé à la fois évidemment de l'institution judiciaire, mais aussi de la prise en charge des victimes. Donc dès la nuit de vendredi, nous sommes mobilisés sur ces 2 aspects-là immédiatement, c'est-à-dire l'aspect institution judiciaire, donc avec le pôle antiterroriste de Paris, la nécessité très vite de s'assurer que sur les lieux, les dispositions sont prises pour recueillir tous les éléments de preuve, tout ce qui sera indispensable pour une conduite diligente de l'enquête judiciaire de façon efficace, pour prévoir ce qui peut être envisagé par la suite, parce qu'on avait vu aux attentats de janvier qu'il y avait un certain nombre d'intentions posthumes, c'est-à-dire des choses avaient été programmées pour qu'elles entrent en activité, qu'elles soient mises en œuvre, y compris après la mort des terroristes. Donc nous savons à quel point il faut aller très très vite et recueillir le maximum d'éléments sur les lieux des crimes. Donc toute la nuit, très vite, nous sommes sur cette exigence. Dans la nuit, je diffuse une circulaire, puisque le gouvernement, évidemment, le président de la République a accepté, ça se fait en même temps, mais enfin la procédure, le formalisme suppose que le président de la République accepte que le Premier ministre mette en œuvre, au nom du gouvernement, l'état d'urgence, enfin proclame l'état d'urgence, mais cet état d'urgence est proclamé pour 12 jours. Il faudra donc aller très vite devant le Parlement de façon à envisager une prolongation de cet état d'urgence. Donc dès la nuit, nous sommes sur l'état d'urgence. Je diffuse une circulaire à 4 h du matin pour améliorer quand même déjà ce texte d'état d'urgence, parce que c'est un texte complètement administratif, c'est-à-dire que c'est un texte qui écarte les libertés individuelles et les libertés publiques et qui les écarte sur une base administrative, c'est-à-dire que c'est exclusivement le ministère de l'Intérieur, selon la loi de 1955, la loi sur l'état d'urgence, c'est exclusivement le ministère de l'Intérieur qui met en œuvre cet état d'urgence. Je pense que dans une démocratie, quelques années après 1955, et compte tenu en plus de l'empreinte qu'il y a sur cette loi d'état d'urgence, c'est une loi qui a été conçue pendant ce qu'on appelait à l'époque les opérations en Algérie, et qu'on a qualifié avec un peu plus d'honnêteté politique en 1999 de guerre d'Algérie. Tardif, hein, c'est en 1999 que les opérations d'Algérie s'appellent dans la loi la guerre d'Algérie. Donc il y a cette empreinte et puis il y a le fait que c'est vraiment totalement une loi d'exception. Donc dans la circulaire que je diffuse à 4 h du matin, j'implique néanmoins l'institution judiciaire, d'une part par la présence d'un officier de police judiciaire, ce qui permet que pendant les perquisitions administratives ou les assignations en résidence, si un élément permet de déterminer une infraction, immédiatement on passe en procédure judiciaire, c'est-à-dire qu'on sort de la procédure administrative pour entrer dans une procédure judiciaire. J'introduis également le procureur de la République, puisqu'il doit être informé avant toute perquisition administrative et il doit être destinataire d'un compte-rendu de la perquisition administrative dès qu'elle est terminée. Donc pour la première fois sur cette loi de 1955, sur cette loi d'état d'urgence, il y a une implication, une introduction, une inclusion de l'autorité judiciaire. Donc, moi je fais ça à 4 h du matin. Dès le lever du jour, j'appelle mes homologues dans les pays européens pour leur dire qu'on aura certainement besoin d'eux très vite
Donc je leur demande d'être très, très disponibles de façon à autoriser toutes les commissions rogatoires qu'on sera amené à leur adresser, les demandes d'entraide pénale. Et dès le lundi, je signe et je demande à mon homologue belge, le ministre de la Justice. Ce sera plus confortable pour vous? Oui. Merci. Merci beaucoup. Dites de notre gratitude infinie aux techniciens. Donc dès le lundi matin, je signe l'autorisation d'une équipe commune d'enquête, et mon homologue, le ministre de la Justice de Belgique, fait la même chose. Les équipes communes d'enquête sont un dispositif que nous avons avec un certain nombre de pays européens, mais que nous avons étendu à d'autres pays. Ce sont des équipes que nous mettons en place ensemble avec des équipes d'enquêteurs français et espagnols, belges, allemands, mais nous le faisons aussi avec le Maroc, notamment sur les trafics de stupéfiants, sur la criminalité organisée et sur le terrorisme, bien sûr. Donc dès lundi matin, je signe l'autorisation d'une équipe commune d'enquête, idem en Belgique, et ça nous aide considérablement parce que très vite, nous disposons évidemment des fichiers de la Belgique, très vite nous pouvons commencer à identifier les terroristes, parce qu'il y en a qui n'étaient pas fichés chez nous, mais pour lesquels la Belgique avait des empreintes papillaires, des empreintes digitales, etc. Donc l'enquête avance très vite. Si vous avez suivi, vous avez probablement suivi les choses, vous vous êtes rendu compte que l'enquête avançait très vite, pratiquement tous les 2 jours, et à certaines périodes, même au début, pratiquement tous les jours, le procureur de la République a été en mesure de venir donner des éléments d'information. Vous voyez bien qu'on avançait très vite dans l'enquête. Donc tout ça, tout ça se passe donc le lundi et les 3-4 jours qui suivent, puisque le mercredi, vous savez qu'un assaut est donné à Saint-Denis, puisqu'on a identifié, là aussi grâce à la coopération, notamment avec la Belgique, on a identifié donc un organisateur des attentats, qui se trouvait d'ailleurs à Paris, et pas loin du Bataclan le soir des attentats. Donc on a identifié son lieu de refuge, et un trop joli mot, en tout cas son lieu de planque. Ce qu'il faut savoir en plus, parce que franchement, en janvier, en 3 phrases, je vous le dis, en janvier, j'ai eu, puisque nous sommes responsables des victimes, donc évidemment, il faut prendre en charge les victimes et les familles de victimes très très vite. Et en janvier, après les attentats de Charlie Hebdo, j'avais appelé des familles, j'avais appelé des personnes blessées, et je me suis rendu compte, je les ai appelés, je les ai rappelés, et au 2e, 3e appel, les personnes me disaient, on a un problème, quand j'ai rappelé, je ne suis pas tombée sur la même personne, il a fallu que je réexplique, il a fallu que je ramène mon dossier, etc. Je me suis dit, c'est pas possible, les gens sont en détresse, ils sont dans la souffrance, c'est pas possible qu'ils aient des tracasseries administratives. Donc j'ai fait évaluer le dispositif de prise en charge des victimes du terrorisme, parce que en fait c'était une circulaire de 2008 et c'était un dispositif. Alors nous avions toute une série de règles, de mécanismes, mais bon. Donc je l'ai fait évaluer. Évidemment c'est le ministère de la Justice qui en est responsable, mais cela implique le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, le ministère des Finances. Donc, j'ai fait un travail avec ces ministères, évidemment le fonds garantie des victimes du terrorisme et d'autres infractions. Et donc ce travail a duré plusieurs mois et nous avons abouti donc à un nouveau dispositif beaucoup plus performant. Mais dont j'ai publié la circulaire le 12 novembre, donc la veille des attentats du 13 novembre. C'est-à-dire que dans la nuit du 13 novembre, on met en place un dispositif nouveau, complètement nouveau, pensé sur la base de l'évaluation du dispositif précédent, mais complètement nouveau. Donc on se retrouve dans la nuit du 13 novembre à faire tout cela. Le président de la République s'exprime le lundi suivant, donc 2 jours et demi après. Il s'exprime devant le Congrès. Et c'est à cette occasion qu'il présente toute une série de mesures, parce que du coup on a oublié tout le reste, mais il présente quand même toute une série de mesures extrêmement importantes, le renforcement des moyens de sécurité, des effectifs de sécurité, y compris de la douane,
le renforcement de la justice, puisqu'il est prévu 2500 postes supplémentaires pour le ministère de la Justice, et il annonce cette disposition concernant la déchéance de nationalité pour les Français de naissance binationaux. Vous savez probablement que la déchéance de nationalité est déjà possible dans le Code civil pour les Français d'acquisition. Et que la loi du 6 février de 1998, en tout cas 1998 c'est formel, 6 février ou 6 juin, peu importe, interdit de faire des apatrides, donc y compris pour les Français, non, pour les Français d'acquisition, oui, pour les Français d'acquisition, parce qu'il y en a qui ont pu renoncer à leur autre nationalité, donc même pour les Français d'acquisition, le Code civil prévoit qu'on n'a pas le droit de faire des apatrides. Donc cette annonce est faite au Congrès le 16 novembre. Alors je vais vous passer les détails, moi je suis sous le choc, je vous le dis tout de suite. Je suis sous deux chocs. Le choc d'entendre cette annonce et le choc de constater que ça ne choque personne. Donc je vis une période de trouble intense pendant une dizaine de jours. Je réagis immédiatement. Donc je vais me plonger dans l'histoire du droit de la nationalité, donc je me remets à tout lire, hein. Donc le mardi, le mercredi, je me remets à tout lire, les différents textes de loi, les débats autour, les argumentations contradictoires. Je demande à mon cabinet d'organiser des rencontres avec des constitutionnalistes, des civilistes, des historiens, et je constate qu'ils ne montrent rien du milieu politique, mais que par contre, tous ceux qui sont spécialistes de la question sont opposés à la disposition. Donc je me dis, je ne suis pas complètement... Alors, ils sont unanimes, tous ceux que je reçois, et je reçois des personnes de sensibilités politiques diverses, hein, c'est-à-dire que je reçois des personnes de gauche, je reçois des personnes de droite. Je reçois des universitaires très impliqués et d'autres universitaires qui sont très pointilleux, mais sans forcément prendre des positions... sur les sujets, mais très pointilleux sur l'histoire et qui vous disent la cohérence de l'évolution des textes, etc. Bon. Donc, à l'unanimité, ils sont opposés à la disposition. Mon trouble se poursuit parce que, quand même, du milieu politique, il ne vient rien. Et il se passe 10-12 jours avant que, timidement, des responsables politiques, donc des parlementaires, des élus, des grands élus, gens présidents de région, etc., m'appellent ou viennent me voir et me disent est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que vous pourrez empêcher ça, ou Donc je me dis, bon, voilà, mais c'est compréhensible, c'est pour ça que j'ai voulu rappeler la chronologie, c'est qu'on est tellement sous le choc qu'on n'ose même pas, c'est quand même, politiquement, on peut avoir un sentiment de dissonance peut-être indécente, à dire dans une circonstance pareille, on a perdu 130 compatriotes dans des conditions qui sont absolument abominables. C'était déjà abominable, Charlie Hebdo. C'était abominable de débarquer dans un journal et de tuer des caricaturistes. C'était déjà abominable. C'était abominable de tirer sur des policiers. C'était abominable d'entrer dans un hypercachère et de tirer sur des personnes parce qu'elles sont juives. C'était déjà abominable. Et là, alors qu'on croyait qu'on était, voilà, qu'on avait tout vu et tout vécu, ils débarquent n'importe où. Et voilà, et ils tirent sur des personnes, ils n'ont même pas besoin d'un prétexte, Donc le choc est terrible, Donc voilà, donc moi je comprends bien que il est difficile de réagir à cette question de déchéance de nationalité. D'autant que, formellement, déchoir de la nationalité des terroristes, moi, ils peuvent avoir 0 autre nationalité. C'est vraiment pas un sujet. Déchoir de nationalité des personnes qui décident qu'ils tuent leurs compatriotes. Sauf que le problème, c'est qu'ils se tuent, ceux-là. Ils se tuent. On est face à un terrorisme nouveau. Et tout le monde sait dès le début que la mesure n'aura aucune efficacité. Donc très vite, tout le monde admet que ce sera inefficace, donc on est dans le symbole. Et voilà toute la gravité de l'affaire, justement. Voilà toute la gravité de l'affaire. On ne peut pas jeter aux orties comme ça, jeter en pâture
à des terroristes qui n'ont vraiment rien à faire, nos symboles. On ne peut pas faire ça. Et puis du coup, puisque de toute façon ça ne va pas concerner les terroristes, les kamikazes ne sont pas concernés, ceux qui partent et qui brûlent leur passeport ne sont pas concernés, ils s'en sont privés eux-mêmes. Et puis ceux qui pourraient être concernés parce qu'ils feraient l'objet d'une condamnation lourde et longue, parce que c'est ça la disposition à ce moment-là, une condamnation de 15, 20, 25, peut-être 30 ans, seraient déchus au terme de l'exécution de leur peine. C'est ça, hein? Je n'invente rien, c'était vraiment ça. Comme j'ai dit très vite, j'ai dit, mais le pays de l'autre nationalité, vous ne vous faites pas de soucis, hein? Et puis, pour le peu, et c'est très probable que ce soit un pays qui prenne des lois très vite, plus vite que nous encore, il aura vite pris une loi de déchéance pour ne pas se ramasser le terroriste qu'on compte lui envoyer dans 15, 20, 30 ans. Donc du coup, c'est une disposition qui ne concerne pas les terroristes, qui est pensée à un moment où on veut répondre et se prémunir contre les terroristes, mais qui ne concerne pas les terroristes. Alors, elle traiterait d'un autre sujet, ce serait pas grave. Ce serait pas grave. Sauf qu'elle traite de la nationalité. Elle concerne la Constitution, notre loi fondamentale. Et qu'on s'apprête ainsi à inscrire dans la Constitution que les Français de naissance, selon qu'ils sont mononationaux ou binationaux, ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà. C'est quand même de ça qu'il s'agit. Et mon tourment ne cesse de s'agrandir. Alors je bataille quand même à l'intérieur, hein. J'explique, j'argumente, je reviens à la charge, je dis, j'écris, je harcèle. Je vais constater que pour ce coup-là, il y a des fois où ça a marché. Pour ce coup-là, ça n'a pas marché. Voilà. Donc je suppose que dans la salle, parmi vous, il y a quelques binationaux. Comme je dis dans le livre, il se trouve que les binationaux, moi je trouve que ça fait partie des fleurons de la communauté française. Pas parce que vous êtes meilleur que d'autres, pas parce qu'en tant qu'individu, vous avez spontanément, intrinsèquement plus de qualité que ceux qui n'ont qu'une nationalité, mais ça dit l'histoire de la France. Ça dit l'histoire de la France, ça dit son rayonnement, ça dit la capacité de ses citoyens à s'en aller, à faire une vie ailleurs, à construire quelque chose ailleurs, mais tout en restant français, à revenir. Ça dit tout ça, ça dit tout ça. Donc pour moi, c'est extraordinairement précieux. Et nous avions l'occasion, justement, au contraire, de dire ce qu'est la communauté nationale, de dire ce qu'elle est en train de devenir dans la mondialisation, dans la mobilité, dans le fait de vivre plusieurs vies dans sa vie. On n'est plus, voilà, on n'est plus au milieu du XXe siècle où on commençait sa vie, on la finissait de la même façon. On vit plusieurs vies, on circule dans la planète, on est en contact avec des personnes, voilà, on a des amis ailleurs, etc. Et du coup, on porte en soi des morceaux de monde. Donc les Français qui font un morceau de leur vie ailleurs, les Français qui sont binationaux, les Français qui tombent amoureux ailleurs, qui font des enfants ailleurs, qui font des enfants qui du coup ont un papa qui vient de là, de France, une maman qui vient de France, un papa qui vient d'ailleurs, etc. Bon, bah, ce sont des gamins qui sont campés dans le monde. Et ce sont des Français. Donc on a la possibilité de dire ce qu'est devenu la richesse de la communauté nationale. Et tout ce qu'on en fait, c'est un machin moche comme ça. Donc voilà, j'ai essayé de m'en aller. Et de venir jusqu'à vous. De venir jusqu'à vous. Voilà pour la déchéance de nationalité. J'ai dit que je ne vais pas consommer tout le temps parce que je veux qu'on prenne le temps. D'abord, je veux vous entendre vraiment. Non seulement des questions, mais éventuellement des choses que vous pourriez avoir à nous dire. Et puis savoir justement ce qui vous préoccupe. Donc sur la déchéance de nationalité, je vois quelques jeunes dans la salle, enfin des très jeunes et des jeunes. J'ai envie de savoir comment vous allez pomper
ceux qui ont plus d'expérience que vous, pour saisir chez eux la connaissance qu'ils vont vous transmettre de façon à ce que vous gagniez du temps. Parce que c'est à ça que ça sert d'avoir passé du temps, hein, d'être plus vieille et plus vieux que vous. C'est à ça que ça sert, c'est qu'on a compris des tas de choses déjà. Donc c'est pas la peine que vous mettiez 20 ans à les comprendre. Donc on vous les transmet gentiment et volontiers. Donc j'ai assez envie de savoir comment vous vous projetez là, dans ce monde qui projette des chaos géopolitiques plus ou moins localisés et plus ou moins durables aussi, hélas, des zones de chaos. Mais en même temps, comment vous projetez compte tenu du fait que vous êtes sorti du territoire, et comment vous regardez, vous voyez le territoire de l'extérieur, parce que le défi qui est devant nous, c'est vraiment de refaire société, vraiment de recommencer à faire émerger dans notre conscience la perception de ce que c'est que d'appartenir à une communauté, de vivre ensemble, et de retisser les liens entre les territoires, entre les populations, entre les catégories sociales, entre les personnes selon, dans toute leur singularité au pluriel, dans tout leur particularisme au pluriel, mais comment on retisse cette appartenance collective qui transcende tout le reste, qui est au-dessus de tout le reste, et qui fait qu'on sent bien qu'on appartient évidemment à une humanité, mais qu'on appartient déjà à une communauté nationale. Donc j'ai très envie de savoir comment, avec avec la distance, forcément, la distance géographique, la distance aussi du temps, parce qu'il n'y a que le décalage horaire, peut-être que ça fait amortisseur aussi, lorsque les informations vous viennent, pas tant que ça. Comment vous vivez tout cela? Comment vous vivez tout cela? J'ai vraiment très envie de vous entendre. Et je vous remercie donc pour votre attention et je souhaite qu'on passe le reste du temps à échanger sur toutes les questions que vous souhaitez. Mais n'oubliez pas, n'écartez pas celle de la fraternité, parce que c'est ensemble que nous allons réussir à la réécrire pour nous tous.